On a tous un faible pour les histoires qui nous parlent, celles qui ont l'air vraies, qui racontent la vie de tous les jours, bien loin des châteaux de princesses et des dragons. Eh bien aujourd'hui, on va plonger dans un courant artistique qui a fait de cette quête de vérité son cheval de bataille, le réalisme. C'est un mouvement super important du 19e siècle qui a tout simplement décidé de regarder la société en face, sans filtre. Alors voilà, la question est posée. Si la réponse est oui, vous allez voir, le réalisme a beaucoup de choses à raconter. C'est un mouvement qui a dit « stop » aux héros torturés et aux amours impossibles dans des décors de fantaisie pour revenir au vrai, au concret. L'idée, c'était de décrire le monde tel qu'il était, avec tout ce que ça implique de complexité et parfois de dureté. Pour y voir clair, voilà notre plan de match. On va commencer par définir simplement ce qu'est le réalisme. Ensuite, on se demandera pourquoi ce mouvement a éclaté à ce moment précis de l'histoire. Puis, on ouvrira la boîte à outils des auteurs pour voir leurs techniques. On fera connaissance avec les figures clés et pour finir, on verra ce que le réalisme nous a laissé en héritage aujourd'hui. C'est parti! Bon, alors le réalisme, qu'est-ce que c'est au juste? Pour faire simple, c'est un courant littéraire mais aussi artistique qui s'est donné pour mission de représenter la réalité, mais pas n'importe comment, de la façon la plus fidèle, la plus objective possible. Voilà une petite carte d'identité pour fixer les idées. On est en plein 19e siècle, une période de changement absolument dingue. Imaginez, la révolution industrielle qui transforme tout, une politique super instable et la science qui fait des progrès de géants, ça crée un monde complètement nouveau. Les mots-clés qui définissent le mouvement sont donc logiques. Réalité, société, objectivité. Et comme le disait Balzac, le but n'est pas de faire une photocopie du réel, mais de le faire parler, de l'exprimer. Mais alors, pourquoi ce besoin soudain de réel? Pourquoi est-ce que les artistes ont, d'un coup, tourné le dos à l'imagination et aux grands sentiments? Pour le comprendre, il faut jeter un œil à ce qui se passait juste avant. Le réalisme est né en opposition directe au romantisme. Les romantiques, c'était le moi avant tout, les émotions, l'évasion dans le rêve. Les réalistes, eux, arrivent et disent « Ok, on va faire exactement l'inverse. Fini les états d'âme, place à l'observation des faits. On arrête de s'évader, on décrit le monde vrai. » Et surtout, on ne s'intéresse plus seulement aux héros exceptionnels, mais à tout le monde, à toutes les classes sociales. Et ce virage à 180 degrés, il ne sort pas de nulle part. Le 19e siècle, c'est une période de secousse. Surtout, il y a la Révolution de 1848. Elle portait d'immenses espoirs de liberté, mais elle se termine dans le sang. C'est une douche froide monumentale, une énorme désillusion. Les beaux idéaux romantiques, tout ça, ça semble soudain bien naïf. À la place, on voit triompher une société bourgeoise, matérialiste, où l'argent est roi. Du coup, les écrivains se disent qu'il est temps de décrire ce monde-là sans l'embellir. Pour décrire ce nouveau monde, les auteurs réalistes ne vont pas y aller au hasard. Ils vont développer tout un arsenal de techniques, une vraie boîte à outils pour fabriquer ce qu'on appelle l'effet de réel. Cette phrase de Stendhal, c'est un peu le slogan du réalisme. Elle résume tout. Le roman doit être comme un miroir qu'on promène et qui reflète tout ce qu'il voit. Le beau comme le laid, le bleu du ciel comme la boue du chemin. L'écrivain n'est plus un prophète, il devient une sorte d'historien du présent, un observateur qui prend des notes sur son époque. Et que reflète ce fameux miroir? Des thèmes qui, pour l'époque, sont parfois un peu creux. On se met à parler de la vie de tous les jours, des repas, du travail, et surtout de l'argent. L'argent devient un personnage à part entière, le moteur de toutes les ambitions. On décrit la grande ville, Paris, mais aussi l'ennui terrible de la vie en Provence, comme celui que subit Madame Bovary. Et bien sûr, derrière tout ça, il y a souvent une critique de la société, de ses inégalités, de son hypocrisie. Pour que tout ça paraisse crédible, le style est fondamental. Attendez-vous à des descriptions longues, très détaillées. Le vocabulaire est super précis, parfois technique, parfois même populaire pour que ça sonne juste. Le narrateur essaie de se faire discret, il utilise la troisième personne pour donner l'impression qu'il est neutre, objectif. Et puis, il y a plein de petits détails qui ancrent le récit dans la réalité. Des dates précises, des vrais noms de rues, des sommes d'argent exactes. Une technique très forte aussi, c'est le discours indirect libre. Ça permet de nous glisser dans les pensées d'un personnage, sans les guillemets, de manière super fluide. Tout est fait pour qu'on se dise « ça aurait pu arriver ». Mais alors là, attention, c'est un point absolument crucial. Il ne faut pas confondre vraisemblable et vrai. Le réalisme, ça reste de l'art, une construction. C'est une formidable illusion de réalité. L'auteur choisit ce qu'il montre, il trie, il organise. Ce n'est pas un reportage photo, c'est une fiction qui utilise tous les artifices possibles pour nous faire croire qu'elle n'en est pas une. C'est ça, le génie du truc. Allez, passons maintenant à ceux qui ont incarné ce mouvement. Qui sont les grandes figures du roman réaliste? Voici les 4 poids lourds, impossible de passer à côté.
Balzac, c'est un peu le père fondateur. Avec son projet fou de la comédie humaine, il voulait tout simplement décrire toute la société de son temps. Flaubert, c'est l'obsession du style parfait pour décrire la tragédie de l'ennui dans Madame Bovary. Maupassant, le maître de la nouvelle, qui nous montre l'ascension d'un arriviste sans scrupules dans Bel Ami. Et Stendhal, qui plonge avec une précision chirurgicale dans la psychologie de ses personnages ambitieux. Et attention, le réalisme, ce n'est pas qu'une affaire de livres. En peinture, c'est la même révolution. Gustave Courbet, par exemple, va provoquer un énorme scandale avec son tableau « Un enterrement à Ornans ». Ce qui choque tout le monde, c'est qu'il utilise une toile gigantesque, un format normalement réservé aux grandes scènes historiques ou mythologiques, pour peindre un truc super banal, un enterrement dans son petit village. Il donne aux gens ordinaires, avec leur visage fatigué, une importance qui était réservée aux rois. C'est exactement la même démarche que les romanciers. Bon, d'accord, mais tout ça, c'était il y a plus de 150 ans. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Est-ce que c'est juste un chapitre dans les manuels d'histoire ? Eh bien, pas du tout. Son héritage est en fait partout autour de nous. D'abord, le réalisme a eu un enfant qui a poussé la logique encore plus loin, le naturalisme. Le chef de file, c'est Émile Zola. Lui, il ne veut plus seulement décrire, il veut expliquer. Il veut appliquer à la littérature la méthode scientifique pour montrer comment le milieu social et l'hérédité déterminent les personnages. Le roman devient une sorte de laboratoire. Et de nos jours, cet esprit d'enquête, ce souci du détail, cette volonté de décortiquer un milieu, on le retrouve absolument partout. Dans les romans et les films sociaux, bien sûr, mais pensez aussi à vos séries préférées. Quand une série comme Le Bureau des légendes décrit le monde de l'espionnage avec une précision quasi documentaire, ou quand Engrenage nous plonge dans les rouages du système judiciaire, c'est l'héritage direct du réalisme qui est à l'œuvre. Même le journalisme d'investigation, c'est un peu ça, chercher la réalité derrière les apparences. Alors, pour conclure, une question à méditer. Imaginez qu'un Balzac ou un Flaubert débarque aujourd'hui et promène son fameux miroir dans notre société. À votre avis, sur quel sujet se pencherait-il ? Est-ce qu'il décrirait l'ascension fulgurante et la chute d'un patron de start-up, l'ennui d'une influenceuse prisonnière de son image sur les réseaux sociaux, le quotidien d'un livreur à vélo ? Le réalisme nous a appris à regarder notre monde en face. La question reste entière. Qu'est-ce qu'on y voit vraiment ?